Donc, on va entamer cette nouvelle session qui va porter sur des présentations particulières de la maladie cœliaque et j'enchaîne, je commence par le premier cas. Concernant une dame de 38 ans aux antécédents d'une maladie cœliaque diagnostiquée à l'âge de 2 ans, en écart du régime sans gluten depuis 18 ans. L'histoire de sa maladie remonte à 4 mois par la constatation d'un amaigrissement important avec aggravation de la diarrhée. Depuis 2 semaines, installation d'un ictère avec des urines foncées sans prurite. Il n'y avait pas de prise de toxiques, ni de médicaments, ni d'alcool. À l'examen, on notait un IMC à 16 kg par mètre carré, un ictère cutanéo-muqueux franc, sans fièvre, ni adénopathie, ni hépatosplénomégalie. À la biologie, le bilan hépatique était perturbé, avec une hyperbilirubinémie totale à prédominance conjuguée, une légère cytolyse, une légère cholestase, un TP correct, des troubles ioniques, un syndrome de malabsorption, une fonction rénale et un bilan thyroïdien normaux. Les sérologies virales étaient négatives. À l'échographie, il n'y avait qu'un foie stéatosique. Donc, on est devant une femme de 38 ans aux antécédents d'une maladie cœliaque diagnostiquée à l'âge de 2 ans, en écart du régime sans gluten depuis 18 ans, qui se présente dans un tableau d'ictère cholestatique avec altération de l'état général, aggravation de la diarrhée. Quel diagnostic doit-on évoquer? Bien évidemment, le premier diagnostic à craindre, c'est la dégénérescence lymphomateuse avec infiltration hépatique. Par la suite, on doit évoquer les hépatopathies dysimmunitaires devant le terrain et également les hépatopathies associées à la maladie cœliaque. Concernant le premier diagnostic, c'est-à-dire la dégénérescence lymphomateuse, tout un bilan, aussi bien biologique qu'endoscopique que morphologique, a été réalisé, revenu normal, rendant ce diagnostic peu probable. Donc notre patiente se présente avec un ictère cholestatique non obstructif, un TP correct, pas de signe de cirrhose, un bilan initial négatif. De quel type d'hépatopathie s'agit-il? Ce qui nous renvoie au chapitre de l'atteinte hépatique au cours de la maladie cœliaque. Dans la physiopathologie reste méconnue. En fait, on incrimine un partage de prédisposition à l'auto-immunité via les gènes HLA2 entre les deux entités. D'autre part, au cours de la maladie cœliaque, on assiste à une hyperperméabilité intestinale, une dysbiose et une inflammation intestinale, ce qui va provoquer un passage intestinal accru de toxines, d'antigènes, de cytokines pro-inflammatoires vers la circulation portale. Également, on a incriminé un rôle pathogène probable des anticorps anti-transglutaminase via une réponse immune humorale contre les transglutaminases intrahépatiques. L'atteinte hépatique au cours de la maladie cœliaque représente un spectre très large, allant de la simple hypertransaminasémie isolée, qui est la plus fréquente et la plus bénigne, jusqu'à des cas de cirrhose, voire même d'insuffisance hépatique sévère. Commençons par l'hypertransaminasémie isolée, et dite également hépatite cœliaque. C'est l'atteinte hépatique la plus fréquente, elle se voit dans 15 à 55% des maladies cœliaques non traitées. À l'histologie, on a une hépatite réactionnelle non spécifique, la cytolyse est modérée, les phosphatases alcalines sont souvent normales ou peu élevées, la bilirubine totale ainsi que les gamma-GT sont normales. On assiste à une normalisation du bilan au bout de 6 à 12 mois du régime et elle n'a aucune valeur pronostique, ce qui rend ce diagnostic très peu probable chez notre patiente. Plus rarement, il peut s'agir d'une cirrhose dite cryptogénique. En fait, la maladie cœliaque est plus fréquente chez des malades cirrhotiques, mais la prévalence exacte ne peut pas être estimée car il s'agit souvent de case report et chez qui on a noté une amélioration de la fonction hépatique sous régime sans gluten. Plus rarement, il peut s'agir d'une insuffisance hépatique sévère. Dans ce cas, cette atteinte hépatique sévère est considérée comme une manifestation atypique de la maladie cœliaque avec un effet bénéfique du régime qui a permis même d'éviter une éventuelle transplantation hépatique. Ces deux diagnostics également ne correspondent pas à notre cas. Passons aux hépatopathies dysimmunitaires.
En fait, la prévalence de la maladie cœliaque au cours de ces hépatopathies dysimmunitaires variait dans la littérature entre 2 et 7%. À noter que des anticorps anti-musculolyses étaient détectés chez presque le tiers des malades cœliaques sans qu'il y ait d'authentiques hépatites auto-immunes associées. Fait important, c'est que le régime sans gluten seul, dans ce cas, est insuffisant pour traiter l'hépatopathie dysimmunitaire associée. Par contre, il améliore le pronostic, il diminue le risque de rechute à l'arrêt des immunosuppresseurs. Notre patiente a eu donc un bilan immunologique de première et de deuxième ligne revenu négatif, sauf pour les anticorps antinucléaires. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc, les gamma-globulines ainsi que le IgG étaient normales. On a eu recours à une PBF qui avait montré une stéatose macrovasculaire à 40% avec un infiltrat APNN et quelques hépatocytes nécrosés. Il n'y avait pas de cholangite. Il y avait une fibrose hépatique modérée et on concluait un aspect de NASH. Je ne sais pas. Le score simplifié de l'hépatite auto-immune était calculé à 4, rendant ce diagnostic peu probable. Passons à la NAFLD. Il a été bel et bien démontré que la maladie cœliaque augmente le risque de NAFLD par rapport à la population générale. Les mécanismes probables seraient l'hyperperméabilité intestinale, la dysbiose, la dénutrition et l'amaigrissement rapide. Le régime sans gluten seul peut faire disparaître la stéatose. D'ailleurs, quelques case reports ont été publiés ayant illustré Donc, quelques case reports publiés ont illustré l'effet bénéfique du régime sans gluten seul sur une stéatose hépatique massive chez des patients cœliaques qui se présentaient dans un tableau d'ictère cholestatique avec un bilan étiologique négatif comme notre patient. Cet effet bénéfique du régime a été également mentionné chez une jeune de 20 ans chez qui on a diagnostiqué une maladie cœliaque avec une cirrhose associée à une NASH. Et au bout de 9 mois de régime sans gluten seul, on a eu une régression de la fibrose et voire une disparition de la stéatose. Donc, pour notre patiente, le diagnostic probable serait une stéatohépatite aiguë. Donc, serait une stéatohépatite aiguë. On a opté pour un régime sans gluten seul avec une surveillance étroite. L'évolution clinique à 2 mois, disparition de la diarrhée, prise pandérale et amélioration progressive de l'état général, disparition de l'ictère, en parallèle une amélioration du bilan hépatique en dépit d'une légère aggravation initiale concomitante à une période de nutrition parentérale. On est actuellement à 9 mois, on a un IMC qui passait de 16 à 25 kg par mètre carré, elle n'a plus de diarrhée, ni d'ictère, ni d'anémie, et un bilan hépatique quasi normal. Mais la question qui reste en suspens, s'agit-il réellement d'une stéatohépatite réversible sous régime sans gluten ou d'une poussée d'une éventuelle hépatite auto-immune dont l'évolution reste fluctuante? C'est l'évolution qui va trancher. Non, passons. J'ai pas encore... C'est bon, l'allergie. Okay. Devant une maladie cœliaque, le bilan hépatique doit faire partie du bilan initial. S'il est normal, on va le suivre tous les 1 à 2 ans.
S'il est perturbé sans qu'il y ait une cytolyse très importante, sans signe de cirrhose et avec un bilan étiologique négatif initial, on va adopter un régime sans gluten et voir l'évolution pendant 3 à 12 mois. Si tout rentre dans l'ordre, il s'agit bel et bien d'une hépatite dite cœliaque et on va rejoindre le même schéma de surveillance bilan hépatique tous les 1 à 2 ans. Sinon, on doit vérifier l'observance au régime et si elle est bonne, on va considérer les hépatopathies associées et même considérer une PBF. C'est le cas également si le bilan hépatique initial était trop perturbé ou on a des stigmates de cirrhose. Et vice-versa, devant tout bilan hépatique perturbé avec un bilan étiologique négatif, pensez à demander une sérologie cœliaque. Et je termine par cette citation. Quand l'alimentation est mauvaise, les médicaments ne servent à rien. Mais quand l'alimentation est saine, il n'y a plus besoin de médicaments. Merci. Une question? Oui, Ded. Une question. Je sais pas, votre patiente, les anticorps, ils étaient positifs ou pas? Pour les antinucléaires seulement. Non, mais cœliaque, les antitransglutaminases, ils étaient positifs chez elle? Sérologie positive. D'accord. Et l'atrophie, elle avait une atrophie persistante, quoi? Oui. Mais Elle était en écart de régime depuis... D'accord, ok. Non, c'était pas une sprue, quoi. Non. C'était pas une sprue Non. réfractaire, quoi. Non, non. Il faudrait discuter le cas par rapport à l'atteinte hépatique. C'est vrai que on n'a pas vu le degré de stéatose, est-ce que c'était 30%, 60%, on n'a pas vu est-ce qu'il y a de la ballonisation ou pas, on n'a pas vu s'il y a de l'hépatite d'interface, on n'a pas vu s'il y a de la fibrose, donc c'est les critères de définition et on ne les a pas. Les éléments diagnostiques histologiques, 40% de stéatose. 40% de D'accord, donc je n'ai pas vu. Ouais. Mais maintenant que les anticorps antinucléaires soient positifs, et surtout qu'il y a une cholestase très importante, ça c'est inhabituel dans une Pas cholestase. trop importante, pas trop. La cholestase, Pas trop. Légère cholestase, légère cytolyse. elle n'était pas importante. Ah non. Elle n'est pas Parce que l'électrophorèse des protides, est-ce qu'il avait une hypergamma à cette fin? Il n'y a pas d'hypergamma. Non plus. Ni IgG, ni gamma. Hypergamma. Ni gamma. Très bien. Donc ça fait Nash. Hein. Après, ce qu'il faut se méfier aussi dans ces pathologies cœliaques, c'est des gens qui font des hyperhomocysténémies avec des thromboses, qui peuvent faire des thromboses de veines sous-hépatiques. C'est rare, mais ça peut arriver, quoi. Je n'ai pas entendu la question. Pardon. Oui. Oui. Tout a, tout La a bili. été réalisé, oui. La bili est négative, parce que ça peut être aussi un overlap syndrome avec CSP, forme intrahépatique Ouais. pure avec des petits vaisseaux biliaires et Ouais. avec des anticorps antinucléaires positifs. Actuellement, on la suit de façon très régulière. La Tout bili- va la- bien, la mais, bili est normale. La C'est bili est normale. l'évolution qui va trancher.